ensuite, on peut avoir des fiches de pictogrammes. Alors, on a des patients qui arrivent directement avec les fiches de pictogrammes accrochées autour de leur cou parce que ça a été préparé avec les dents. Ils savent qu'ils vont chez le dentiste, ils ont le dessin dentiste, le dessin dent, le dessin brosse, voilà, pour pouvoir le dessin avoir mal, pas mal, être content, pas content, voilà. Donc, savoir aussi préparer sur l'accueil du patient, préparer en amont de la consultation, voilà, savoir poser la question, vous, en tant qu'assistante dentaire, vous allez venir au cabinet. Est-ce que vous avez des fiches de picto déjà prêtes? Comment vous communiquez? Ça, c'est hyper important parce qu'on gagne du temps. Voilà. Et la qualité de la première consultation, elle est très, très importante. Et puis, toute cette communication non verbale, on le fait tous, hein, forcément. Voilà. Voilà, mettre le patient à l'aise et pouvoir communiquer par des gestes ou par des sourires ou par des expressions corporelles. Si vous avez des questions, après, on me les poserez, parce que je dis beaucoup de choses, mais n'hésitez pas après à poser des questions. Le deuxième critère de notre grille de l'APEX, des adaptations, c'est quelle procédure facilitatrice je vais mettre en place. C'est pareil, ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir préparer quand vous recevez l'appel du patient, savoir voilà, comment je vais adapter qu'est-ce que je vais mettre en place pour que la consultation se passe bien. Alors, ça va être toute la prise en charge comportementale, ça c'est hyper important, je vais le détailler juste après. Est-ce que je vais utiliser du méopa? Va falloir, vous allez devoir préparer votre stock, préparer le matériel et être formé aussi. Hein. Est-ce que je vais faire sinon de la sédation vigile? Alors, le midazolam, ça c'est plutôt en milieu hospitalier puisqu'il faut un bloc opératoire et une infirmière anesthésiste. Et puis l'anesthésie générale. Pour les patients qu'on ne peut pas du tout soigner, vous allez comprendre vite pourquoi. Ça résume les différentes procédures facilitatrices et différentes prises en charge possibles. Finalement, il y a quand même beaucoup de patients qu'on peut arriver à prendre en charge par la prise en charge comportementale. Voilà. Alors, la première chose de la prise en charge comportementale, c'est utiliser les bons mots déjà. Hein. On ne va pas utiliser du méopa si on dit « je te mets le masque, mais après je te pique, je vais te faire mal, ça va gonfler, oh là là, ça va être bizarre ». Là, on perd complètement le patient. Les autres procédures, de toute façon, ne fonctionnent pas si on a un discours alarmant qui fait peur et si les mots ne sont pas ajustés. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis? La qualité de la première rencontre, ça c'est évident. C'est pour ça que en tant qu'assistante dentaire, vous participez à 100% à la qualité de la première rencontre et la préparation du premier rendez-vous. Quand on a confiance et quand on se sent écouté, bien pris en charge et, je dirais bien, formé à la prise en charge du handicap, de son enfant qu'on accompagne ou de soi-même en situation de handicap, on a envie de revenir. Et on revient avec déjà 90% de stress en moins au prochain soin. Et ça, l'assistante dentaire fait partie de cette préparation à 100%. Alors, au niveau de la prise en charge comportementale, il y a aussi toute la présentation du lieu de soins, personnaliser l'espace, alors par une lumière tamisée, par une atténuation des bruits dans la salle de soins. On peut aussi, pour certains, mettre la télé. Il y a des écrans télé au-dessus des fauteuils qui font diversion. Là, je vous ai mis une photo aussi des casques hypno-virtuels. Il y a certaines personnes avec qui ça fonctionne aussi pour penser à autre chose pendant les soins. Voilà. Et puis adapter au niveau sensoriel. Vous aurez beaucoup de patients en situation de handicap qui ont des troubles de dysoralité sensorielle, c'est-à-dire qu'ils sont très sensibles à la lumière, au bruit, aux odeurs. Et ça, dans un cabinet dentaire, je pense qu'au niveau médical, on est quand même au max de tout ce qu'on peut donner au niveau du bruit, avec les ultrasons, l'aspiration, voilà, les odeurs d'IRM, de génol, tout ça, ça peut être extrêmement difficile pour un patient par exemple avec des troubles autistiques, où tout ça, c'est très difficile à supporter. Qu'est-ce que je peux avoir oublié? Les bruits, l'éclairage. Voilà, les dents toujours, hein, parce que les dents, il va nous aider aussi beaucoup pour accueillir ce patient. Alors, les procédures, à part la prise en charge comportementale, donc il y a des patients pour lesquels on aura besoin d'une sédation consciente, donc ça c'est le méopa. Donc l'assistant dentaire doit être formé au méopa pour accompagner le praticien, pour tenir le masque, pour préparer le matériel, gérer les stocks, etc. Le méopa, je vous l'ai dit, c'est pas une fin en soi. Si on n'accueille pas le patient, si on l'installe pas confortablement, si on gère pas, on n'est pas dans l'approche
j'allais dire cœur à cœur, corps à corps avec le patient, vous pouvez lui mettre un masque sur le nez, voilà. Même s'il y a le gaz, il partira pas, hein. Voilà. Mais c'est une aide quand même très importante. Moi, je pense surtout dans l'autisme. Alors, on a toutes, je parlerai de l'habituation aux soins après, parce que mettre un masque sur le nez, c'est pas vraiment pas simple pour beaucoup de patients aussi. Mais on a des patients qui sont addicts au gaz. Alors vraiment addicts, hein, et ça aide pour les séances suivantes. On a beaucoup de patients non-verbaux qui arrivent, comme dit Béatrice, voilà, qui nous montrent le masque parce que ils ont tellement pas l'habitude de se détendre dans le quotidien, tellement dans la gestion, comment dire, le contrôle permanent de leurs émotions, de tout, que quand ils arrivent à partir avec le masque, c'est un réel bonheur. Donc ils en ont envie. C'est une expérience qu'ils aiment. Voilà, et ça nous aide bien. Le midazolam, alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est de l'hypnovel, c'est de l'intraveineux ou péros. Ça, pour l'avoir testé, c'est quand même extrêmement efficace, mais malheureusement, voilà, pour l'instant, c'est en milieu hospitalier, il faut une infirmière anesthésiste, il faut une unité de réanimation. Voilà, c'est une alternative en tout cas possible, qui est très utile. Et l'anesthésie générale, forcément, voilà, on a dans toutes nos activités des patients qui ont, du fait d'une anxiété très forte ou des troubles du comportement incontrôlables, on ne peut pas soigner autrement qu'au bloc opératoire. Ou alors pour la distance, parce que malheureusement, on parlait de la pénurie de dentistes formés à notre spécialité. Et quand on fait 3 heures de route et quand on a toutes les dents à soigner ou à dévitaliser, etc., on ne peut pas dire au patient, il faudra venir 50 fois, 6 heures, aller-retour. Et le soin, une prise en charge en un temps opératoire, c'est quand même un vrai bonheur. Mais je trouve que ce n'est pas encore bien compris par tout le monde. Mais bon, voilà. Il n'y a pas assez de vacations au bloc pour les chirurgiens dentistes. Alors, dans notre grille APEX, donc vous avez vu les différents critères de grille APEX. Donc, il y a le critère coopération, qui pour moi me semble le principal, la coopération au cabinet, parce que c'est toute la gestion de l'anxiété. Alors, on gère l'anxiété avec ce qu'on appelle la grille du VENA modifiée. C'est une grille sur laquelle, moi, dans ma prise en charge de patient, je vais noter que peut-être au premier rendez-vous, il sera au 3. C'est-à-dire que c'est une grille qui notifie en fait par des chiffres l'état d'anxiété du patient. Donc à 0, le patient est très détendu. À 5, il est insoignable. 5 ou 6, je ne sais plus l'échelle du VENA. C'est 5 ou 6, je ne sais plus. Il est impossible à soigner parce qu'il a des troubles du comportement liés à l'anxiété qui font qu'on ne peut pas du tout l'approcher. Et après, ça va permettre à l'organisation du prochain rendez-vous de dire, voilà, il est arrivé à l'échelle 3 du VENAM, il était très agité, très anxieux. Qu'est-ce que je vais mettre en place comme procédure? Est-ce que je vais prendre du méopa? Est-ce que je vais adoucir ma lumière? Comment je vais l'accueillir, etc. Et puis, ça va me permettre de gérer au long des rendez-vous, de dire, voilà, finalement, au bout de 5 séances, il arrive très détendu maintenant, il est sur l'échelle du VENAM, il est à 0, super, quoi, ça a fonctionné, etc. Ça va valoriser nos consultations et donner envie d'aller plus loin dans nos soins et puis d'adapter nos outils. La coopération, cette échelle et la gestion de l'anxiété, ça va nous permettre de savoir soit diminuer le temps d'attente. On sait que tel patient, il ne pourra pas attendre. Donc, on ne va pas le mettre, j'en sais rien, moi, 17 heures le soir, quand je sais que j'ai une heure de retard, parce qu'il va s'agiter encore plus, ça va être l'horreur, et de toute façon, je ne pourrai pas le soigner. Donc, ça, c'est vraiment prendre en compte quand est-ce que je lui donne un rendez-vous, et à quel moment, lui, d'ailleurs, ça fait partie des questions en amont aussi, à quel moment il est bien dans la journée. C'est peut-être pas le matin en se levant, c'est peut-être pas après le repas de midi. Donc ça fait aussi partie des questions pour permettre aux soins d'être au top, quoi. Enfin, voilà, au mieux, en tout cas, possible. Ça peut être aussi un moment où il est seul dans la salle d'attente. Moi, voilà. Ça peut être le matin très tôt quand il est le premier. Tant mieux, comme ça on arrive, on le prend tout de suite. Il faut savoir aussi s'adapter et puis accepter que ce jour-là, peut-être, il va être trouble du comportement tellement important en opposition qu'on ne pourra pas le prendre. Voilà, il faut savoir reporter le rendez-vous aussi. Par rapport au problème de coopération qu'on peut avoir et à l'anxiété aux soins, alors après, ouais, j'ai plein de choses qui me viennent en tête quand je parle d'anxiété, mais j'en ai pas parlé, mais forcément la bouche, vous le savez très bien dans vos cabinets. Pour nous, déjà, à l'échelle dentiste, c'est quand même pas une partie de plaisir. Quand on a des troubles de la déglutition, quand on en a marre du milieu médical, ou voilà, la bouche, c'est hyper intrusif, c'est l'intérieur du corps, c'est hyper sensible. Et dans le handicap, voilà, quand on a ou des histoires de vie ou des histoires médicales douloureuses ou des troubles de l'oralité très importants, le dentiste, c'est encore plus difficile que pour tout un chacun.
Donc, on va mettre en place, et ça marche très très bien, des séances d'habituation aux soins. C'est des séances qui maintenant vont être prises en charge par l'assurance maladie à hauteur de 5 séances d'habituation par an. Alors, ça, c'est ma façon de travailler, hein, moi, voilà, avec des fiches de pictogrammes que vous voyez, on peut adapter en fonction du patient, que j'adapte. À gauche, c'est une fiche standard. À droite, c'est avec les photos des patients, voilà, pour personnaliser et pour, en fait, suivant ce que l'aidant ou les parents vont nous dire. Bah, voilà, lui, c'est bien quand il se voit sur la photo. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Je perds le fil parce que j'ai plein de choses qui me viennent en tête. Je pourrais vous parler toute la journée, moi. Donc, en fait, dans le handicap, ce qui va être important dans les séances d'habituation, c'est la ritualisation des séances. C'est pour ça que les séances d'habituation marchent bien et c'est pour ça que les fiches de pictogrammes marchent très bien. Je vais faire ma première séance en prenant la première fiche d'habituation sur lesquelles, en fait, je fonctionne avec deux fiches différentes, de sorte que sur les fiches, j'ai mis tout ce qu'il y a sur mon unité. Tout ce qui va faire du bruit, tout ce qui peut pouvoir faire peur, tout ce qui va... Voilà. Donc la première, ça va concerner le détartrage, parce que c'est la base, de toute façon, le détartrage, la prévention, c'est la base de toute qualité de santé bucco-dentaire. Et c'est ce qui fait très peur. Les ultrasons, ça vibre, ça fait du bruit, il y a de l'eau. Voilà. L'aspiration aussi fait peur. Donc sur cette première fiche, moi je travaille la première fiche. Quand on arrive à faire un détartrage, je passe à la deuxième. La deuxième, je ne l'ai pas mise là. C'est la fiche de prévention des silences, voilà, vous connaissez sûrement. Parce que sur les silences, sur ma fiche, je mets le petit produit avec l'embout qui semble comme une piqûre, que je teste sur la main, que je teste sur les lèvres, sur la joue, etc., avant d'aller en bouche. Ça me prépare à mes anesthésies derrière. Et après, il y a le contre-angle avec la brossette qui prépare aussi à la rotation continue. Donc, j'ai l'impression, enfin moi, en tout cas, ça fonctionne comme ça dans ma prise en charge. Quand j'ai fait ces deux fiches-là, ben, je peux faire des soins à mon patient, je peux y arriver. Voilà, ça veut dire que je peux y arriver. Quand j'ai pas passé le cap de la première, je passe pas à la deuxième. Voilà. Là, vous allez donc, je vais vous montrer juste après, ça va vous faire une petite pause parce que je suis très bavarde, des films. Le premier film, vous allez voir Néo et Joris qui sont sur la deuxième fiche de Picto. Néo et Joris, ils ont le syndrome de l'X fragile, qui est un syndrome génétique qui ressemble avec des troubles de l'autisme à un retard mental. Ils sont peu verbaux, ils verbalisent mais peu verbaux. Et puis Maëlle qui a des troubles autistiques sévères que j'ai suivi pendant plusieurs années. Voilà. La maman que j'ai eue il y a quelques jours au téléphone vous fait dire que pour Néo et Joris, maintenant que je ne suis plus sur l'hôpital d'Orléans, il y a l'équipe qui est là, voilà, ils arrivent maintenant à être soignés par nos étudiants. Ça veut dire qu'au bout de 8 ans, 9 ans de prise en charge en séance d'habituation, ben, ça fonctionne. Je suis plus là, il n'y a plus la télé, il y a les étudiants. Je ne sais même pas s'ils font du méopa. On peut mettre même pas de méopa. Et ça marche. La maman est géniale, mais voilà, les mamans sont géniales, de toute façon. Quand elles accompagnent nos patients, elles ont envie de tout mettre en œuvre pour que ça fonctionne. Et puis Maëlle, vous allez voir, sur le film, c'est après la 10e séance d'habituation. Il faut quand même vous dire que quand vous allez voir les films, ils n'arrivaient pas à s'asseoir la première fois qu'ils sont venus au cabinet. Donc Maëlle, maintenant, j'arrive à lui regarder la bouche. Heureusement, on est derrière pour le brossage. Heureusement, la maman fait tout aussi pour que le brossage au quotidien soit bien fait. Et heureusement, il n'y a pas de soins à faire. Sinon, lui, typiquement, vous allez voir, s'il y a des soins, ça veut dire un bloc opératoire. Ça veut dire que je vais me battre pour pouvoir trouver une vacation de bloc parce que je ne pourrais pas le soigner encore au fauteuil et je ne vais pas attendre 3 ans de séances d'habituation que les dents s'abîment, etc. Les séances d'habituation, c'est vraiment pour amener aux soins. Si j'ai un patient qui arrive qui a de toute façon des caries, je le sais par la symptomatologie, parce qu'on me dit il a mal, il se tape, il manifeste, on sait par sa vie de tous les jours qu'il a sûrement mal aux dents, je vais d'abord faire un bloc opératoire, parce que je vais enlever toute douleur. On ne peut pas aller dans une bouche qui est algique, c'est impossible. Voilà. Et on ne va pas s'amuser à faire 12 séances d'habituation quand on sait que la personne a mal et qu'on perd un temps fou. Donc il faut quand même faire les soins d'abord. Mais l'habituation fonctionne. Donc je vous laisse avec un petit film, c'est rapide, hein, un petit film avec Néo et Joris. Après, donc 12 séances d'habituation. Voilà. Et ils ont 13 et 15 ans, syndrome de l'X fragile. J'ai pas le son, hein, par contre, je suis désolée, mais... Ah, si, c'est parti. Ok. 1, on fait le masque. 2, la brossette. Tu te souviens, faut garder la bouche bien ouverte, Joris. Puis on fait la petite brosse. Tu te souviens, la petite brosse, ça fait ça. Joris, regarde, sur le doigt. Sur le doigt. Regarde, la petite brosse. Ouais, ça chatouille. Ouais, regarde. Le vent. Le petit coton. Tu t'en
te souviens, à côté de la dent. Voilà, c'est ça. Puis, je te montre. Le produit comme ça. On se souvient sur la dent. Et la lampe magique. Pour tout ça, il faut garder la bouche ouverte. Comment tu fais? Comme ça. Très bien. Ça, c'est très chouette, hein. Enlevez le masque. D'accord, c'est moi qui vais donner la main. Madagascar. Le masque, ça fait des petites chatouilles dans les mains, des petites chatouilles dans les pieds. Et on continue. Tu remontes un petit peu. Regarde, regarde. La petite brosse sur la dent. On doit faire la dent là, de ce côté. Ah, non, c'est très bien comme ça. On continue. Joris, il faut la bouche ouverte. Et on chatouille. Allez, On peut pas mettre Madagascar. Ensuite, deuxième étape, on sèche. On ouvre la On bouche. sèche. Allez, on sèche. C'est le vent, ça. Joris, c'est parfait. On met le coton. On met le coton. Il ne faut pas tout arracher, Joris. Joris. Allez. Non, Joris. On recommence. Voilà, on sèche et on recommence. Ouvre la bouche, Joris. Joris. Et on recommence. Alors, c'était très bien tout le début. Mais après, tu as tout arraché et ça, c'était pas bien. Et tu sais quoi, Joris? Comme tu as tout arraché, il faut tout On recommencer. est obligé de refaire. Donc on est obligé de Allez. prendre plus de temps. On Alors que fait la sinon, petite brosse. On ça va sèche, on met le coton, le produit, et il y avait juste la lampe. Et c'était fini. Et t'as bougé. Allez. Il ne fallait pas bouger. D'accord? Ok, Joris. On recommence. Allez, Et on c'est bouge bien. pas. Voilà. C'est bien. 5, 6, 7, 8, Bravo. super. On fait pareil. Tu prends la tasse de Néo? Hein, mais il ne faut pas léger. Hein. Tu fais bien tout ce que Charlotte a. Oui, parce que Néo, il aime bien avoir quelque chose dans les mains. Il a fait la télécommande. Alors, Joris. Voilà, vous avez vu que dans la salle de soins, il y a la maman, il y a l'assistante dentaire qui sait à quel moment elle va passer le méopa, à quel moment elle lui tient la main. Enfin, elle est vraiment dans l'accompagnement corporel et matériel pour tout. Et puis il y a le frère qui est là derrière. Hein, on accepte aussi tout le monde. Donc voilà. Mais c'est ça qui est chouette. Le deuxième film, donc vous allez voir Maël. Donc il a des troubles autistiques sévères. Maël, il a 18 ans là. Et voilà. Alors lui, donc au niveau sensorialité, c'est extrêmement difficile. Il supporte pas la feuille, la serviette. Hein, donc ça, c'est compliqué aussi. S'asseoir, c'est compliqué. Le toucher. Il faut savoir que dans l'autisme, aller sur le corps, c'est extrêmement compliqué. Et au niveau dentaire, on est non seulement près du corps, mais on enroule la tête, on va dans la bouche. Enfin, pour l'autisme, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement violent qu'il faut apprendre. Ça fonctionne, ça marche très bien, mais il faut être très, très, très patient, très à l'écoute et s'adapter. Voilà. Mais c'est extrêmement difficile pour eux. Maël, le dentiste met la lampe au-dessus de mes dents. Comme ça. D'accord? Un petit peu le fauteuil. Est-ce que tu veux bien poser ta tête? Non, là? je veux pas. Tu veux pas? C'est qui, Louis? C'est bon, Charlotte. C'est qui? Regarde pour ça, l'autre. Une fois 10. J'ai regardé en bas. Encore un petit peu. J'ai regardé en haut, j'ai pas regardé en bas, Maël. Tu veux bien? On continue? C'est très très bien, Maël, c'est super. Alors, on ne fait pas les pirates à bisous. Si, attends, on est là. On a au miroir. Une autre fois. On a dit qu'on faisait tout, du début à la fin. Allez, se regarder. Tu veux se regarder un petit peu, Maël? Ouvre plus On la se bouche. Voilà. Regarde. Tiens, miroir. Tu vas regarder les dents en même temps. Maël, regarde. Ah, j'ai pas fini. Maël, le blanc et l'eau. On apprend, Maël. Et on a fait la moitié, t'as presque fini. Le blanc. Et c'est pour sécher les dents. Fais-le tout seul, sauf les dents. T'as peur que ça fasse pas pareil? On fait tous les deux alors. Tous les deux. Tu veux bien? Super. Après, regardez là. La paille et l'aspirateur à bisous. La paille, tu l'as fait la paille avec maman? T'es assis là, t'es assis sur ma jambe là. La paille. Tu l'as fait avec maman la paille? Ah non, reste assis, Maël. On n'a pas fini. Regarde. Et on a presque fini. Oui, c'est bien. Allez, Va t'asseoir. Un peu, Maël. Et bien. Allez, reviens t'asseoir. Ça, tu connais. Tu l'as fait avec maman la à la paille? maison. Tu l'as fait à la maison? Ça, Regarde. la soufflée. Oui. Ouais. L'eau. Alors, la soufflette. Ah, on n'a pas fait. Ah, on n'a pas fait l'eau parce que l'eau, ça va avec la paille. Vas-y, Assieds-toi. assieds-toi. Ouais, fais-le assis, ça va être plus facile. Là, comme ça. Bon, si tu veux. Une fois comme ça et après assis. L'eau
arrives plus à y arriver. Non. Tout seul. Vas-y, comme tout à l'heure, tu l'as fait tout seul avec le vent. Et là, tu fais. Voilà. Vous avez vu comme il a peur, Maël. Hein. C'est difficile, hein, mais au bout de la 10e séance, on arrive, je peux quand même regarder la bouche. Il peut quand même s'asseoir. Il a besoin d'aller toucher le sol 15 fois par séance, donc il faut le laisser se lever. Il faut accepter qu'il se lève, qu'il touche le sol. Sinon, vous êtes dans les troubles du comportement qui s'amplifient si on ne le laisse pas faire ces gestes ritualisés. Voilà. Alors, donc, je reviens sur ma grille APEX. Donc, j'ai fait les trois premiers critères. Là, c'est le dossier médical. Alors là, je ne veux pas m'étaler dessus parce que c'est le dossier, voilà, savoir si le patient est dans quel état de santé est le patient. Ça, c'est le dentiste qui va... comment? Ah, pardon. Non? Il me reste 5 minutes. Pardon. Je savais que je pouvais parler pendant toute la journée. Bon, 5 minutes, alors je vais accélérer. La santé bucco-dentaire du patient. Donc, quand je vais recevoir mon patient au cabinet, je vais anticiper sur la façon dont il... sur plusieurs critères. Ça m'a perturbé les 5 minutes là. Mais bon. Donc, si mon patient a une gastrostomie, est nourri par gastrostomie, je vais savoir qu'il va avoir une salive acide, il fait des reflux gastro-œsophagiens, donc je vais prévoir de la fluoration. S'il a des patients sont spastiques, donc c'est des tensions au niveau musculaire, au niveau de la bouche, je vais utiliser un cale-bouche. Voilà, c'est tous des outils qu'on a qui vont pouvoir nous aider à réaliser les soins. Tous les troubles de la dysoralité sensorielle, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, je vais donner des conseils de brossage, des conseils de type de brosse, des conseils de texture, de goût, de dentifrice, parce qu'il y a des dentifrices qui ne supporteraient pas, du fluor qu'on met en prévention, des gels fluorés qui peuvent pas accepter non plus. Donc, je vais adapter en fait les produits que j'utilise dans mon cabinet. Et puis, voilà, forcément, il y a un gros travail de prévention. Comment il se brosse les dents, quels conseils je vais pouvoir donner en hygiène bucco-dentaire. Et là, c'est toute la formation au fauteuil et en établissement et sur les lieux de vie qui va être important voilà, pour ces patients-là. La majorité des patients qu'on voit ont des troubles de la déglutition. Donc, c'est important aussi de savoir qu'il faut obligatoirement être à 4 mains, très souvent avec 2 aspirations. Vous allez voir sur la photo suivante, je vous ai mis pour vous montrer, à gauche, vous avez un enfant qui est nourri par gastrostomie, les dents sont recouvertes de tartre. Dans cette bouche-là, il va falloir aller garder la bouche ouverte avec un enfant qui a des troubles de la déglutition, donc avec le risque de s'étouffer avec l'eau. Donc 2 aspirations, être vigilant là-dessus, avec l'angoisse que ça supporte, et arriver à passer le détartreur pour enlever toutes ces plaques de tartre jusqu'à la dernière dent. Voilà. Là, à gauche, vous avez un patient qui est sous antiépileptique, infirmoteur cérébral, avec une hyperplasie gingivale, avec une langue qui est hypotonique, qui monte pas et qui bouge pas beaucoup, des gros troubles de la déglutition. C'est pareil, il va falloir donner des conseils pour aller nettoyer ce palais profond dans lequel, si la nourriture reste coincée, des blocs de nourriture, il peut s'étouffer d'une fausse route par un bloc de nourriture qui va se détacher d'un coup, hein, voilà, et qui va pas savoir déglutir. Voilà, et ça fait partie quand même de la formation du praticien pour aiguiller là-dessus sur le brossage et puis arriver à nettoyer ses dents qui sont impactées dans la gencive. Dans les questions que j'ai posées, ça va être est-ce que mon patient il est autonome au niveau alimentaire et au niveau de l'hygiène? Je vais pouvoir l'aider et lui donner des conseils au niveau de l'alimentation. Vous savez que les rythmes alimentaires, c'est hyper important, sauf que quand on est autiste, on est en alimentation compulsive. Il y en a qui mangent la nuit, il y en a qui mangent tout le temps. Et quand ils mangent tout le temps, ils ne mangent pas de l'endive ni de la salade, ils mangent souvent du coca, des gâteaux, voilà. Donc pour la santé bucco-dentaire, c'est pas bon du tout. Est-ce qu'elle dépend d'une tierce personne pour manger aussi? Comment ils mangent? Parce que je vais aiguiller les dents sur la façon de nourrir, sur ce qu'on va donner à manger, quelle texture, voilà. Les addictions au sucre. Et puis au niveau de l'hygiène, voilà, est-ce qu'il dépend d'une tierce personne pour le brossage, hein, parce qu'on n'a pas tous la possibilité malheureusement de se brosser les dents tout seul, et on est dépendant de la personne qui va bien vouloir le faire. Et ça, je ne vais pas dresser un tableau trop noir, mais malheureusement c'est personne dépendant, et la bouche de la personne, elle dépend de la personne qui s'occupe de moi au quotidien, ou des personnes, parce que ça change beaucoup parfois. Et j'ai pas choisi d'être en situation de handicap, mais je choisis pas la personne qui s'occupe de ma bouche. Et c'est très souvent qu'il faut repasser, donner des conseils, passer derrière, etc. Qu'est-ce que je peux... J'essaie de parler plus vite.
Je vais donner des conseils par rapport au lieu de brossage, par rapport à l'adaptation. Ça, c'est vraiment en tant qu'assistant dentaire, c'est votre boulot, vraiment, hein, avec le dentiste, on est bien d'accord, mais c'est à deux. Hein. Donner des conseils, comment je vais lui brosser les dents, montrer au fauteuil, utiliser des brosses, montrer les différentes brosses à dents, les brosses trifaces, les brosses électriques, gérer la praxie. Eh ben, s'il n'arrive pas à tenir la brosse, je vais conseiller peut-être un manche-mousse. Peut-être que je vais lui conseiller une triface, s'il dépend d'une tierce personne. Je ne sais pas si vous connaissez la brosse triface, mais moi, alors vraiment, c'est mon dada, ça marche très bien. La brosse électrique, c'est génial aussi parce que c'est efficace. Et puis, on travaille beaucoup dans l'autonomie maintenant. La personne doit être on essaie, et c'est l'idéal que la personne soit le plus autonome possible. Avec une brosse électrique, on peut l'être, mais il faut quand même guider parce qu'on peut, avec une brosse électrique, brosser 3 minutes son incisive centrale. Voilà. Le cale-bouche qui peut aider pour le brossage au quotidien aussi, et puis les différents dentifrices. Voilà, ça c'est des aides au brossage dont on peut parler aussi, qui peuvent préparer des consultations parce que les écrans même maintenant sont quand même là dans tout le quotidien et beaucoup dans le handicap. Je trouve, en tout cas. Et des patients qui sont non-verbaux vont très souvent sur des tablettes, très souvent sur des ordinateurs. Ils savent très bien manipuler, beaucoup mieux que moi, ces outils-là. Et on va pouvoir leur montrer des dessins animés, des films, pour préparer la gestion de l'anxiété avant le rendez-vous. Savoir comment ça va se passer chez le dentiste, par Ben le koala, comment je me brosse les dents. Plein de conseils très pédagogiques. Le timer aussi, ça marche très bien pour l'autisme. Les fiches de pictogrammes pour réutiliser le brossage. Voilà, parler de la position adaptée pour le brossage aussi. Ça, c'est tous les dessins de Santé BD qui sont intéressants, que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site de Santé BD, qui peuvent aussi vous aider pour les préparations des fiches de pictogrammes. Bon, il me reste que deux critères. L'autonomie du patient. Quand je vais prendre un rendez-vous pour un patient, il va appeler, il va dire, voilà, moi je suis en fauteuil, moi je suis en brancard, etc. Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible. Parce que chez nous, c'est possible, c'est que du positif aujourd'hui. Oui, c'est possible, bien sûr. On a un fauteuil adapté, on a une plateforme pour les fauteuils. Je vais vous faire un bon de transport, vous allez pouvoir venir en VSL, etc., avec une tierce personne. Il faut aussi avoir des outils comme des coussins de positionnement parce que le soin qui va durer... Là, vous avez vu les films, ça dure 2 minutes, mes films, je les ai coupés parce que sinon, c'est 45 minutes. Donc, je vous prenais la journée. Mais les séances, c'est 40-45 minutes, le temps d'installer le patient, le temps de le mettre à l'aise, le temps de faire le soin, le temps de repartir, etc. C'est des séances longues. Voilà, là vous avez en photo les plateformes qui existent pour les fauteuils adaptés. Alors, savoir que ces plateformes, c'est génial parce qu'on n'a pas à transférer le patient. D'abord, pour votre dos, vous, en tant qu'assistant dentaire et pour le praticien. Le but, c'est qu'on travaille dans notre spécialité le plus longtemps possible. Et puis pour le patient, surtout, parce que quand on déplace un patient sur un fauteuil classique, on lui fait mal, Et il est déplacé plein de fois dans la journée et pour lui, c'est quand même une souffrance. Alors que là, il est par exemple sous la télé, il est sous les instruments. Je ne l'ai pas déplacé, je l'ai mis directement dans son fauteuil. À droite, vous avez un autre style de plateforme parce qu'il en existe plusieurs. Le dernier critère à remplir par le chirurgien dentiste, c'est la situation médico-administrative parce que ça, c'est une grosse partie pour les assistants dentaires qui font un peu de paperasse ou qui passent des coups de fil. C'est aussi important de savoir qu'il faut joindre le tuteur, joindre la curatelle, joindre les personnes du secteur médico-social qui vont connaître le patient, qui vous envoyer les bons papiers, à qui vous envoyez le bon transport. Et tout ça, ça prend énormément de temps en cabinet. Donc, c'est aussi un critère qu'on a voulu faire rentrer dans la valorisation de la séance. Ensuite, savoir que dans le handicap, on travaille avec beaucoup de professionnels. C'est ça qui est génial aussi, qu'on va travailler avec les anesthésistes. On aimerait encore plus que maintenant. Si vous connaissez des anesthésistes, parlez-en. Parce qu'on a obligatoirement besoin d'anesthésie générale. Et sinon, on est dans le refus de soins pour certains patients. Les orthophonistes pour les troubles de l'oralité, ça, c'est passionnant. Voilà. Et les référents de vie, ça, c'est inévitable. On travaille avec eux et on travaille en collaboration avec eux. Du coup, le besoin de formation à l'hygiène bucco-dentaire à l'établissement, on peut pas faire tout en tant que dentiste parce qu'on n'a pas le temps, parce que c'est pas aussi que notre corps de métier, la formation. Mais c'est important de le faire, d'aller faire des dépistages sur les lieux de vie. Ça évite que, moi j'ai eu parfois un patient qui a fait 3 heures de route, 3 heures aller, 3 heures retour, un adulte autiste, pour dire tout va bien en fait. Bon, c'est vrai que c'est un peu dommage. On pourrait aller dans l'établissement et dire en amont, l'état bucco-dentaire est bon, c'est pas urgent. Ça évite 6 heures de route avec 3 personnes qui se déplacent.
Et puis aménager le parcours de soins, donc ça il en a parlé Alain, coordonner un parcours de soins pour que ce soit efficace, adapté, et puis que tout le monde s'y retrouve. J'ai mis ma petite photo des assistantes dentaires parce que je suis, voilà, elles se retrouveront. L'assistante dentaire, elle a forcément... Comment ? Ouais. L'assistante dentaire, elle a forcément un rôle capital. Vous avez vu dans tout ce que j'ai présenté, c'est un travail à quatre mains, à deux bouches, à deux corps, parce que quand on accueille un patient en situation de handicap, il y a toute cette communication verbale, cet accompagnement physique, mental et qui va rassurer le patient, qui va préparer avec tous les critères que j'ai mis qui sont quand même, qui vous paraissent peut-être lourds, mais qui ne le sont pas quand on le fait au quotidien, parce qu'on est rodé, parce qu'on sait faire et parce que les personnes que vous allez appeler, elles anticipent déjà tout ça. Elles savent déjà quelles difficultés elles ont eues quand elles sont allées voir un dentiste et ce qu'il va falloir dire et annoncer quand, voilà, je viens en fauteuil, il est non-verbal, voilà, il a tel trouble du comportement, si vous mettez la lumière trop forte, c'est pas possible, plutôt pas de blouse blanche parce qu'il a une phobie des blouses blanches. C'est des choses qu'on connaît après qu'on rentre dans nos critères de consultation. Qu'est-ce que j'ai noté ? Ben voilà, il faut de l'empathie, il faut aimer les gens, hein, clairement. Mais je pense que quand on commence, on n'a pas envie de s'arrêter parce qu'on aime... c'est des relations géniales, quoi. Voilà. Enfin, moi, je vous parle en tant que convaincue, mais c'est génial. Voilà, on a des remerciements, moi, je trouve 100 fois 1000 plus importants qu'avec un patient lambda. Il n'y a pas de filtre, quoi. Voilà, hein. Ils sont contents, ils sont contents, ils sont pas contents, mais il n'y a pas de faux semblants, etc. Un travail à quatre mains obligatoire, être formé homéopathe, ça c'est sûr, vous êtes obligés. Et puis faire preuve d'écoute, d'empathie et pas de jugement, ça c'est sûr. Hein, voilà, il faut aimer les gens. Mais bon, j'espère vous avoir convaincu. Merci.